Il y a du racisme partout, mais déjà le noir ne s'aime pas lui-même. Donc quand on ne s'aime pas soi-même, parfois, il ne faut pas se plaindre trop que les autres ne nous aiment pas. Et je dis toujours aux nôtres qui émigrent dans ces régions-là que le jour où on se relèvera et qu'on ne sera pas la serpillière de l'humanité, les gens vont nous respecter, voire nous craindre. Mais c'est à nous d'effectuer le premier travail. Et je reviens à ce que je te disais au départ, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Que la paix soit sur vous. Je ferai tout pour ne pas être long, mais je ferai en sorte que mon propos, le propos de cette vidéo, serve à la population. Parce que chaque situation doit permettre d'édifier les gens, la conscience des gens et les pousser à l'élévation. C'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo pour répondre à des calomnies, mais je le fais non pas pour répondre aux calomniateurs, mais je le fais pour éduquer la population face aux stratégies de l'ennemi. De tout temps, à chaque fois qu'un leader noir ou une leader noire a émergé sur la sphère publique, et quand je dis leader noir, je parle de ceux, et c'est d'ailleurs ce que disait John Edgar Hoover, le directeur historique du FBI, l'ancien directeur du FBI, qui disait qu'un leader noir devient une menace quand il a la capacité à toucher la masse. Il faut toujours un leader dans une équipe. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir transformer les membres de son équipe et en les faire progresser en compétences. Le leadership, c'est pas que c'est toi le plus fort. Et chaque jour, on va dire, hey, le gars, il est fort, il est fort. C'est un gars puissant. Si les membres de ton équipe passent le temps à dire ça, tu es un mauvais leader. Si tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans avec des gens dans ton équipe et ils ne progressent pas en compétences, tu es un mauvais leader. Si tout le temps on a besoin que tu sois là, que les activités se déroulent harmonieusement, tu es un mauvais leader. Tu dois être capable de pousser en compétence tous ceux qui travaillent avec toi. Pour qu'à un moment donné, ils soient capables d'arriver au même résultat ou même mieux sans que tu sois là. Pour le faire, il faut avoir confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu auras peur que l'autre va devenir plus fort. Et quand il va devenir plus fort, il va te concurrencer, il va peut-être arracher le projet, machin. Non. Quand tu as confiance en toi, quand tu délègues une tâche, quand tu délègues une compétence, quand tu transmets une compétence, tu ne la perds pas. Au contraire, on a vu apprendre à apprendre. On a vu que les éléments de consolidation des influx nerveux dans le cerveau, il y avait la répétition consciente et inconsciente pendant le sommeil, il y avait la charge émotionnelle. Donc en fait, le fait de transmettre ta compétence te permet de mieux la comprendre. Tu ne perds rien. Donc il est extrêmement important qu'il y ait un leader et ce leader doit être cette personne qui a ces caractéristiques-là, qui a ces capacités. Je dis que le grand frère Hassan, ça n'a rien à voir avec l'argent en lui-même. C'est le fait que l'argent, c'est l'influence et ça peut nous aider à nous imposer en tant que société noire. Les noirs vivants qui ne réalisent pas que l'argent là, c'est tu respires, tu as besoin de l'argent. On va les réveiller et se mettre à la recherche de l'argent et comprendre que l'argent là, sans l'argent là, dans le monde dans lequel on vit, mon frère, même pour t'enterrer, on a besoin d'argent. Quand tu nais, tu vas à l'hôpital, tu penses que c'est gratuit, on a besoin d'argent. Je suis aux États-Unis, ce n'est pas dans le pays dans lequel tu es. Pour vivre, tu as besoin d'argent. Parce que aux États-Unis, il faut payer le loyer, il faut payer la nourriture, il faut payer les habits, il faut payer. Tu as besoin d'argent. Toute ta vie, tu as besoin d'argent. Tu viens dire aux gens qu'on parle trop d'argent. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le thème de la résistance parce que je suis épuisée, qu'année après année, on continue de commémorer quelque chose qui appartient à l'échec des Africains et qui ne devrait pas être rabâché incessamment. Allez en Chine ou en Corée ou au Japon et observez s'ils ont des monuments un peu partout qui commémorent les moments de défaite, d'invasion des étrangers, de destitution de leurs dirigeants, de soumission à leurs oppresseurs et de démantèlement total de leur société. Et j'ai pris les 3 exemples que sont la Chine, la Corée et le Japon, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle nation puissante actuellement. Aucune d'entre elles ne commémore leur moment d'échec. Est-ce qu'il existe un monument sur le territoire français qui célèbre la bataille de Vertières à Haïti
où Napoléon a reçu une branlée. Non, il n'existe absolument aucun monument, même pas pour la bataille de Waterloo, qui commémore un échec de Napoléon ou un échec de Charlemagne ou un échec de Vercingétorix ou les nombreux échecs des différents présidents français. Les Africains sont les seuls à qui on rabâche année après année qu'ils ont été vaincus, qu'ils ont été mis en esclavage et que ce serait le sauveur blanc européen qui l'aurait libéré de ses chaînes. Donc, il était important que je consacre un épisode à ce que nous devons réellement commémorer, à savoir la résistance, les triomphes, les succès de nos ancêtres africains. Je dis aux nôtres, retroussons-nous les manches, autodéterminons nos pays, faisons de nos pays des puissances. Il y a quelques années, la Chine était moquée de tout le monde. L'Inde était moquée de tout le monde. Je me souviens dans la street, on disait l'Inde, c'est les Indiens, quand on les voyait à Gare du Nord ou autres, on les appelait les pac-pac ou les vendeurs de marrons. On les appelait les Apu des Simpsons. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance qui a la bombe nucléaire. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Donc je pense qu'il faut prendre en humilité, arrêter de se plaindre que tout le monde ne nous aime pas et commencer à faire en sorte qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on s'organise nous-mêmes. Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit, oui, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je ne monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui ne veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. C'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on veut la faire? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre des décisions de souveraineté. C'est ça les problèmes de fond, vous voyez? Moi, je dis qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on change notre état de pensée, il faut que nous soyons positifs. Il faut que nous ayons cette positivité-là et que nous affirmions ensemble notre volonté d'être puissants. Parce qu'ensemble, nous sommes puissants. Vous savez, une plage, ce sont des grains de sable. Et c'est parce que tous les grains de sable ont accepté d'être au même endroit qu'on a la plage. Parce que si ce grain-là disait, moi je monte au sommet de la montagne, moi je vais au bord de la route, on n'aurait pas de plage. Et les plages sont belles parce que les grains ont accepté d'être ensemble. Nous, on doit être comme ces grains-là qui ont envie de faire une plage pour permettre à nos enfants de venir s'amuser à la plage. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ces deux piliers-là qu'on va faire décoller notre communauté. Je me propose dans cette vidéo d'aborder des points qui sont connus de beaucoup mais qui sont très peu souvent abordés sous le bon angle. On va voir ensemble 9 points historiques mais encore présents qui d'après moi justifient la colère d'une partie de plus en plus grande de personnes en Afrique vis-à-vis du leadership de l'oligarchie française. Je t'invite donc à tous les écouter et notamment le 9e parce que je pense qu'il est le plus important et le plus frustrant de tous. Numéro 1, le franc CFA. Anciennement appelé franc des colonies françaises d'Afrique, c'est une monnaie malheureusement encore aux allants coloniaux parce qu'aujourd'hui, elle bloque d'une certaine manière des économies africaines. Sans avoir besoin de rentrer dans les détails techniques, il faut juste retenir que c'est une monnaie sur laquelle les Africains n'ont pas le libre contrôle parce qu'elle est battue en France et dans le conseil d'administration, on a encore malheureusement des Français. Imaginez une seule seconde que l'euro qui est décidé en Europe ait au conseil d'administration un Sénégalais, un Ivoirien et un Togolais. Ce serait un scandale. Et pourtant, c'est sa situation qui demeure aujourd'hui en Afrique, 60 ans après les indépendances. Les Africains ne sont pas libres de décider de leur monnaie. Or, on sait quel est le poids d'une monnaie dans une économie. Have you ever felt? Are you listening? Damn.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sera consacrée à la thématique suivante. Je vais vous parler de la représentation de l'Afrique dans les cartes du monde. Donc si vous voulez tout savoir sur le sujet, restez connectés et on se retrouve tout de suite. Et donc le parti pris de la projection de Mercator et ce qui est problématique avec cette projection, c'est que l'Afrique est totalement invisibilisée. Quand vous voyez l'Afrique, elle a pratiquement la même taille que le Groenland, ce qui est totalement faux, alors qu'en vérité, l'Afrique est un continent énormissime. Alors peut-être que vous connaissez cette carte et donc comme vous pouvez le voir, l'Afrique est un continent énormissime. Et comme vous le voyez à travers cette carte, dans le continent africain, on peut faire rentrer nombre de pays. C'est-à-dire que dans le continent africain, comme vous le voyez, vous pouvez faire rentrer notamment le Portugal, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine, les États-Unis, pour ne citer que. Vous voyez ce que je veux dire? Et même la Grande-Bretagne, s'ils l'ont placé dans Madagascar. Donc là, j'ai vraiment cité les plus grands pays, ainsi que le Japon aussi. Donc, est-ce que vous vous imaginez que dans le continent africain, on peut faire rentrer absolument tous ces pays? Mais quand vous voyez la carte qui a été faite selon la projection de Mercator, l'Afrique paraît toute petite, alors que l'Afrique peut quasiment englober toute l'Europe, plus les États-Unis, plus la Chine, plus l'Inde, plus le Japon. C'est incroyable. Mais quand tu as des gens qui ont peur, lorsqu'on parle de solidarité africaine ou de solidarité noire, qui ont peur d'être taxés de communautaristes, qui disent qu'avant d'être noirs ou avant d'être africains, ils sont des êtres humains, ben la défaite, elle a déjà commencé là.